Bon, mais je suis content qu'on se retrouve en tout cas. Ça fait un moment qu'on échange pour quelle est la date du rendez-vous Ouais. entre nos deux plannings qui sont chargés. Comment tu vas? Bah, impeccable, impeccable, fin de saison, etc. Donc on est bien, hein, on est plutôt pas mal, etc. Une année un petit peu charnière, on va en discuter juste après, mais c'est cool. Ok. Ben, écoute, ouais, je suis avec Dimitri Juré aujourd'hui. On était sur les bancs de la fac ensemble et chacun est parti dans nos directions différentes. Mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu, même si on rentrera plus spécifiquement dans des questions relatives à ton parcours juste après? Ouais, pas de souci. Du coup, Dimitri Juré, 33 ans maintenant. On était, du coup, comme on l'a dit, ensemble à Lyon. Donc en fait, moi, j'ai fait une licence entraînement sportif à Orléans. Et en fait, à Orléans, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de master prépa physique. Donc l'idée, c'était de se dire, en regardant un petit peu où est-ce qu'était le meilleur chemin possible pour faire de la prépa physique. Il y avait Lyon et Montpellier. J'ai postulé à Lyon. Et donc du coup, par la suite, on s'est retrouvés tous les deux au final au master à Lyon, qui était vraiment pas mal. Yes. Et suite à ce master, du coup, tu as continué? Ouais, alors en fait, dans l'idée, c'est que moi j'ai fait mon stage en fait au sein du pôle espoir féminin de volley. Pour la petite histoire, en fait, j'avais postulé pour le pôle masculin de volley avec un autre prépa physique qu'on connaît bien, Arnaud Gaillard, qui est encore à l'heure actuelle au pôle espoir masculin de volley. Donc en fait, on avait postulé tous les deux pour le pôle masculin et en gros, ça s'était très bien passé avec l'entraîneur qui est Fabien Roy. Et il nous avait dit, malheureusement, je peux en prendre qu'un seul. Celui qui sera gardé avec le pôle masculin, donc c'était Arnaud. Et moi, au final, j'ai basculé dans le monde féminin. Ce qui était pas mal parce qu'au final, c'est vrai qu'on apprend souvent des choses sur l'athlète masculin, etc. Et au final, ça m'a permis de voir des choses un petit peu différentes. Et ça, c'était vachement intéressant au final. Yes, ouais, ben c'est sûr, c'est comme tu dis, à la fac, j'ai fait un podcast dernièrement avec une collègue de l'INSEP qui travaille sur les spécificités féminines et c'est un des manques, je pense, peut-être qui va être amené à changer, mais on parle de l'athlète en général sans se soucier déjà du jeune public ou alors du public féminin. Ouais. Donc c'est souvent l'expérience qui fait qu'on doit travailler individuellement sur ça. Et malheureusement, en fait, je pense que c'est lié à des opportunités où on se retrouve à travailler avec des athlètes féminines, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Alors maintenant, je pense que ça change parce que déjà, il y a plus de préparatrices physiques féminines, du coup. Il y a beaucoup de structures qui commencent à faire appel aussi, essayent de féminiser au maximum leur staff. Donc ça, on est plutôt pas mal. Et je pense que maintenant, notamment, on prend l'exemple avec ton livre, etc., il y a quand même pas mal de choses qui sont faites avec, ou du moins qui se centralisent, qui font un gros focus sur l'athlète féminine. Donc ça, c'est vachement intéressant, parce que c'est vrai que nous, c'est des choses, pourtant, c'était il n'y a pas tellement longtemps, hein, il y a moins d'une dizaine d'années, mais c'est vrai qu'on avait peut-être moins de choses, malheureusement, moins de cours dessus ou autre. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Ouais. Et donc là, on est à peu près, enfin, une petite dizaine d'années, 2016, 2017, 2018. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans ton parcours? Au final, j'ai fait mes 2 années de stage, mes 2 années de master au pôle espoir féminin. Ça s'est très bien passé. On avait vraiment une super génération. D'ailleurs, il y en a une qui doit potentiellement, qui est partie, qui a bifurqué sur le beach volley, mais qui devrait logiquement participer au JO cet été à Paris. Donc ça, c'est quand même, on avait vraiment une qualité, une génération et même plusieurs générations qui étaient vraiment, vraiment intéressantes. Donc du coup, en fait, dans la foulée, moi, à la suite de ces 2 années de stage, ils m'ont pris dans la structure en tant que prépa physique. J'y ai bossé un an ou deux, ou une ou deux saisons, je sais plus exactement, je crois que c'est une saison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai été démarché par une entreprise pour faire un doctorat. Pour la petite histoire, en fait, en Master 1, on avait des mémoires de recherche, Master 2 aussi, et je m'étais toujours dit que Master 2, c'était du bonus, puisque le métier de prépa physique, comme on le sait malheureusement, il n'est pas forcément reconnu, du moins juridiquement.
Donc, je me suis dit de toute façon que ça soit un bac plus 4 ou un bac plus 5, j'ai j'ai réussi dans les études, on va dire. Donc, je me suis dit, sur le master 2, on va prendre une spécialité que je connais pas ou que je maîtrise pas. Et du coup, ça a été l'épaule, parce que pour moi, je maîtrisais pas du tout l'épaule. Et vu que j'étais au pôle espoir de volley, bah, j'avais déjà plein de sujets justement et la thématique de l'épaule. Donc en fait, j'avais fait mon mémoire sur l'épaule. Au final, un mémoire très intéressant à faire et avec des résultats relativement intéressants aussi. Et en fait, du coup, par rapport à ce mémoire-là, il y a une entreprise qui m'a contacté puisqu'ils voulaient faire développer une activité de recherche autour de l'épaule. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un doctorat avec pour thématique principale l'épaule et plus précisément le retour au sport après blessure à l'épaule. Du coup, bah, je pense que je sais pas si on en discute tout de suite de ça, mais du Vas-y, coup, je vas-y. suis parti sur 3 ans de doctorat. Je pense que ça va être aussi un axe un petit peu du podcast, mais ça va être aussi lié à l'échec, puisque maintenant, j'ai pas de honte à dire que malheureusement, j'ai pas pu aller au bout de ce doctorat. Donc, j'ai fait quasiment 3 ans et demi de doctorat, malheureusement, donc, comme je l'ai dit, qui n'a pas pu aller au bout pour tout un tas de raisons. Et donc voilà, par la suite, ça a été un petit peu compliqué parce que quand tu sors après 3 ans de doctorat, en fait, l'idée c'est d'avoir ton doctorat pour être reconnu. Malheureusement, quand tu es sorti du système, que tu as été dans une entreprise donc, qui est liée quand même au sport, hein, Mm. mais tu n'es plus dans des structures de haut niveau, tu n'es pas dans un club, etc., c'est difficile derrière de te remettre sur pattes. Donc du coup, ça a été un peu compliqué à la suite du doctorat, puisqu'au final, je ressortais comme quelqu'un qui avait juste un master, en fait. En France, si tu as ton doctorat, c'est très bien. Si tu n'as pas ton doctorat, bah, tu n'as pas ton doctorat, en fait. Et que tu aies fait de la recherche ou autre, c'est pas valorisable. Donc, euh, donc du coup, derrière, j'ai toujours eu l'envie d'écrire un livre. Donc je me suis dit, je vais profiter de cette période un petit peu off pour écrire un livre sur la réathlée de l'épaule qui m'a pris beaucoup de temps à écrire parce que c'est compliqué, on pourra en discuter aussi parce que je suis Yes. plutôt bien placé pour en parler. Donc voilà, on en est à peu près à cette période-là maintenant. Génial. Ben, on fait un petit retour en arrière sur le début de ce que tu disais. Euh, Effectivement, tu as dit, j'ai choisi un domaine dans lequel tu n'étais pas expert, du moins de partir quand tu as été démarché, le domaine de l'épaule, le domaine de la réathlétisation. C'est vrai que nous, c'était dans l'intitulé du diplôme, mais au final, c'est quand même une particularité et on n'était pas vraiment confronté. Moi, j'avais fait le même choix que toi à l'époque en master de partir et d'avoir la possibilité de faire un stage en immersion sur la réathlétisation. Mais pour toi, c'est quoi la réathlétisation et quelles sont les étapes spécifiques dans ce processus? Ouais, comme tu dis, c'est vrai que c'est quelque chose, c'était dans l'intitulé, hein, le master PPMR, c'est prépa physique, prépa mentale et réathlétisation. Et au final, les deux derniers aspects, alors l'aspect prépa mentale, c'est vraiment si tu as envie de te spécialiser et de faire que prépa mentale, tu peux. Mais bon, on avait des cours dessus et pareil sur la réathlétisation. Et c'est vrai que c'était au final, je me rends compte avec le recul, très peu approfondi voire pas du tout au final, hein. Je ne me rappelle pas de cours qui m'ait marqué vraiment sur la réathlétisation, ou alors peut-être un cours justement sur l'épaule avec, c'était maintenant qui est parti en Suisse, Yvan Rusty, qui a écrit un livre aussi sur la prépa physique natation. Ça m'avait un petit peu marqué, mais c'était le seul intervenant, il me semble, qui avait vraiment parlé un petit peu de réathlé. Et du coup, en fait, ouais, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours intéressé. Je me suis toujours posé la question, parce qu'en fait, encore une fois, dans les cours, etc., on voit l'athlète qui est parfait, l'athlète qui n'est pas blessé, ou l'athlète qui est à 100% de ses capacités. Et en fait, quand tu te retrouves directement sur le terrain avec un athlète qui aujourd'hui te dit, bah écoute, j'ai une petite douleur, etc., bah, en fait, tu te dis, bah ok, on va voir. Et en fait, tu te dis, bah qu'est-ce que je vais faire? Concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, c'est pareil, demain, tu te retrouves dans une structure ou quoi,
avec des athlètes, des jeunes ou autres, qui sortent de blessures. Première chose, première séance avec un athlète où on te dit: «C'est bon, la rééducation est terminée, je te le laisse». Tu te dis: «Bah, qu'est-ce que je fais en fait concrètement?» Et c'était vraiment cet aspect-là où je me suis dit, «Bah, il y a rien qui est défini». Il y Mmh. a rien qui est défini sur la réathlétisation, il y a rien qui est fait, donc là, je te parle d'il y a quelques années, hein, parce que maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Mais il y a quelques années, on avait l'impression qu'il y avait pas grand-chose de fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a très, qui m'a intéressé et je me suis dit: «On va essayer d'approfondir» et pour revenir un petit peu sur ta question qui était, comment tu définis la réathlétisation? Bah, c'est ça aussi, c'est difficile de la définir. Je spoil un petit peu, mais dans le livre que j'ai écrit, il y a plusieurs personnes qui interviennent justement, sur une définition de la réathlé, tu en fais partie. L'idée, c'était de se dire, plutôt que de donner une définition un petit peu bateau comme on a tous connu plus ou moins, c'était, ouah, c'est la partie, où, entre la fin de la rééducation et le retour au sport. Ouais, OK, alors une fois qu'on a dit ça, ça nous donne pas grand-chose, quoi, c'est juste une grande ligne. Donc l'idée, c'était de se dire plutôt, moi, dans mon livre, ce que j'ai voulu donner, c'était la parole à des personnes, qui sont sur le terrain, donc des prépas physiques, des kinés, des sportifs et des entraîneurs qui, eux, me donnent vraiment leur définition de la réathlée et en final, je me suis rendu compte que, d'une part, il y a pas une définition de réathlée, mais il y a autant de définitions qu'il y a de réathlétisation, possible. Et d'autre part, la définition, elle est complètement différente que tu sois, un prépa physique, que tu sois un entraîneur, ça va être, complètement, 2 notions vraiment différentes. Et je me suis rendu compte à travers cet exercice que j'ai fait, qu'au final, on parle beaucoup d'humain, en fait, sur la partie réathlétisation. On va, réathlétiser d'un point de vue physique, de faire en sorte que la personne retrouve toutes ses capacités, physiques, toutes ses capacités psychologiques aussi. Ça, on pourra en discuter un petit peu après, mais c'est vrai que c'est très, très important et c'est peut-être un facteur qui est malheureusement encore à l'heure actuelle trop limité ou trop sous-estimé. Mais d'une part, en fait, quand tu te retrouves face à face avec un mec qui est blessé, c'est tu gères de l'humain, en fait. On gère de l'humain et c'est comment, à travers cet aspect-là, à travers cette période-là, on va faire en sorte que on va repasser d'une personne qui est, blessée donc physiquement, psychologiquement, peut-être même socialement, puisque, bah, elle est à l'écart d'un groupe. Quand on est dans un groupe professionnel ou dans un club professionnel, par exemple, c'est vrai que c'est difficile de se dire, «Bah, là, je vais m'entraîner sans mes coéquipiers». Je prends, ton exemple, qui est parlant, qui est dans le foot. Bah, quelqu'un qui est en réathlétisation, il peut avoir des séances spécifiques tout seul. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et quand on prend l'exemple de croisés qui durent, 6 mois et encore quand on parle de 6 mois, peut-être qu'on pourra discuter de ça aussi tout à l'heure, mais sur les délais maintenant, on parle plutôt d'étapes de récupération et cetera. Mais c'est comment pendant 6 mois, tu te retrouves, à 2, voire, comment dire? Tu es peut-être même la star de ton équipe à au final, tu es tout seul pendant 6 mois à galérer, dans ton coin. Donc c'est vrai que la réathlétisation, c'est essayer de remettre, l'humain au centre du process et faire en sorte qu'on passe, d'un humain, blessé physiquement, psychologiquement, humainement, socialement, tous les paramètres que tu veux, à un sportif de haut niveau prêt à que ça soit de haut niveau ou pas de haut niveau, hein. Un sportif prêt à reprendre, comme avant, voire même meilleur qu'avant. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a un petit peu surpris dans les définitions, que j'ai demandé à plusieurs professionnels du sport et de la santé. C'est que tous m'ont dit, en fait, l'objectif d'une réathlétisation, c'est pas de revenir au même niveau qu'avant, c'est de revenir à un niveau supérieur. Puisque si on revient au niveau ou au même niveau qu'avant, potentiellement, on revient à un niveau où l'athlète s'est blessé et donc il y a peut-être des choses qui n'allaient pas justement et qui ont amené, cette blessure. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on essaie de l'amener même à un niveau supérieur, du niveau qu'il était, au moment où il s'est blessé. Ouais, ça me parle complètement, notamment les notions de d'accompagnement. Comme tu dis, c'est vrai qu'on a la chance, enfin, je le prends comme ça, mais quand on accompagne un joueur blessé, c'est vraiment une relation individuelle, comparée aux prépas physiques de groupe.
qui va travailler qu'avec le groupe. Et c'est vraiment l'image, moi j'ai l'image de, voilà, du quai de gare avec la locomotive qui part et un athlète blessé, ben, il reste à quai pendant que le groupe continue à avancer. Et c'est difficile, je l'ai écouté dans pas mal de podcasts, même dernièrement avec un collègue ami, la joueur, qui racontait son expérience de croisée à l'époque dans le centre de formation. Et c'est dur, donc il faut prendre en compte toutes ces notions, même si nous, on se prédestine, enfin disons, nous, dans nos connaissances et notre cursus à l'aspect vraiment physique, biomécanique, physiologique. Mais l'aspect mental et pluridisciplinaire aussi de cet accompagnement, il est nécessaire. Toi, tu as travaillé avec différents corps de métier. Tu as dit des kinés, les entraîneurs. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir une Ouais, pluridisciplinarité dans ce processus? c'est complètement important et c'est même primordial au final d'avoir un staff et d'avoir un encadrement qui va dans le même sens et qui ne pense pas à sa propre personne, mais qui pense vraiment à l'objectif du sportif, mais vraiment le sportif au centre du projet et qui va pas penser à ses stats, qui va pas penser à sa carrière, etc. Après, l'idée, c'est de se dire, je mets tout en œuvre pour que l'athlète reprenne au même niveau ou reprenne même plus haut. Et moi, pendant dans ma thèse, du coup, en fait, on a validé une batterie de tests qui nous permettait justement, à la demande des chirurgiens et des médecins du sport, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il y a quelques années encore, ça se fait un petit peu moins maintenant parce que ça s'est plutôt démocratisé, mais c'est que on parlait beaucoup de délai post-opératoire. On a parlé des croisés, les croisés, c'est 6 mois. Tout le monde a entendu ça, alors qu'au final, à 6 mois, bah, tu peux avoir des personnes qui ont déjà quasiment tout repris et qui sont Bien sûr. presque prêt à reprendre le sport et la compétition. Et tu as des personnes à 6 mois qui ont encore. Moi, j'ai déjà vu des sportifs amateurs, parce que je fais passer aussi des tests isocinétiques justement à 6 mois post-opératoire d'une reconstruction du ligament croisé. Et j'ai déjà vu des sportifs amateurs à plus de 50, 60, 70% de déficit pardon, entre la jambe saine et la jambe opérée, que ce soit sur l'ischio ou sur le quadri. Donc, en fait, le problème des délais, c'est que c'est un petit peu compliqué, puisqu'on sait que malheureusement, il y a deux personnes qui vont être complètement opposées, donc il vaut mieux parler d'étapes et de récupération fonctionnelle. Et c'est là où justement c'est intéressant, c'est que quand tu travailles avec des médecins, des kinés, voire des chirurgiens, tout le monde doit essayer de faire en sorte que l'objectif reste le sportif et que on le remette encore une fois au centre du projet, quoi. Et du coup, j'ai pas mal bossé avec des chirurgiens. C'était une expérience, moi, que je connaissais pas, parce qu'encore une fois, les chirurgiens, en plus, c'est des personnes qui sont quand même très charismatiques, qui ont des connaissances que on ne touchera peut-être même jamais du doigt d'un point de vue anatomie, biomécanique, etc. Donc c'était très intéressant et du coup, en fait, on se rend compte on est tous au même niveau pour essayer de faire en sorte que l'athlète reprenne dans les meilleures conditions, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est que si tu as un staff de qualité qui tire dans la même direction, je pense que tu as 90% du travail qui est fait, quoi. À partir du moment où ton athlète est bien entouré, généralement que tu fasses des choses un petit peu différentes ou que tu aies des courants de pensée un petit peu différents et voir des exercices un petit peu différents, au final, le retour au sport se fera parce que ça fera dans une harmonie qui fera que derrière, tout le monde parle le même langage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de parler le même langage au final. Mm. Et que l'athlète s'aperçoive et puisse vraiment être convaincu de cette communication à l'intérieur du staff. Parce que c'est à partir du moment, je pense, où l'athlète est conscient qu'il y a du travail derrière et que tout le monde tire dans le même sens, même si peut-être verbalement c'est ce qui est dit et peut-être qu'en interne il y a des différends, mais en tout cas l'athlète, il doit voir que il y a, même s'il y a plein de personnes qui agissent sur lui, c'est un seul et même avis, un seul et même discours commun, parce que Exactement. voilà, quand il va croire au truc, ça va vraiment le pousser psychologiquement à avancer. Ouais, et c'est ça qui est compliqué des fois parce que je pense que quand tu as des personnes qui disent, ouais, mais non, la rééducation, là, la pompe est bien faite, si je te parle en tant que prépa physique, hein,
et où tu dis, ouah, le chirurgien que tu as pris, c'est pas très bien, etc. Ou ouah, je pense qu'il n'a pas fait du bon boulot. Déjà, tu mets le sportif au final en porte-à-faux. Ouais, Et dans sa tête, il se dit, mais mince, il y a une étape que j'ai loupée. Alors que si tu dis non, il n'y a pas de souci, on va prendre son temps, on va essayer de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens, que tout le monde parle le même langage, etc. Déjà, le sportif est dans des bonnes conditions et se met vraiment, se dit, OK, donc là, tout le monde est derrière moi et je vais faire en sorte de pouvoir revenir dans les meilleures conditions possibles au final. ouais, bien sûr. Tu parlais de, à l'époque, des délais post-opératoires qui étaient voilà, des fourchettes indicatives qui pouvaient nous donner, disons, voilà, une tendance du retour après l'opération, s'il y avait opération. Ça peut être aussi des délais post-blessure sans opération, et une lésion musculaire ou autre, une entorse. Maintenant, on essaie d'objectiver, comme tu dis, tu parlais de temps de passage ou d'étapes intermédiaires, on essaie d'objectiver avec des tests. Est-ce que tu peux expliquer en donnant quelques exemples de tests? Alors, tu parles du croisé, on va parler aussi un petit peu de l'épaule juste après. Ouais, complètement. C'est vrai que maintenant, on est vraiment beaucoup plus lié. Je pense que c'est lié à toutes les informations qu'on a. On a beaucoup plus de podcasts, on a beaucoup plus de livres, etc. On se remet beaucoup plus en question peut-être aussi qu'avant. Mais c'est vrai que maintenant, les délais post-opératoires, on sait que c'est intéressant d'un point de vue anatomique et pour la cicatrisation, etc. Il y a toujours des délais à respecter, hein. On prend l'exemple d'un croisé, ou on prend l'exemple d'une butée sur l'épaule. Il y a des délais qui sont incompressibles. On ne pourra pas aller plus vite que la musique et des prépas physiques, j'en ai déjà côtoyé malheureusement qui disaient non mais un croisé, on va les reprendre en 2 mois, etc. À un moment donné, tu peux pas aller plus vite que la musique. Il y a des délais au niveau de la cicatrisation qui font que même si tu fais des rotations articulaires, par exemple, ce qui est à la mode, c'est pas pour autant que ton croisé, tu vas pouvoir reprendre les appuis, etc. et que tu vas refaire une Coupe du Monde 3 mois après ton croisé. Donc, encore une fois, il y a délai et délai. C'est vraiment juste se dire, par exemple, pour un croisé, bah, au bout de 6 mois, dans tous les cas, tu reprends ton sport. Ça sert à rien de dire ça. Il faut vraiment parler plutôt en étapes. Mais par contre, dire, bah voilà, on sait que au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, tu vas pouvoir reprendre tranquillement la course à pied parce que justement, le greffon va être assez solide pour récupérer les impacts, etc. et pour emmagasiner les impacts. Il y a pas, là, on parle vraiment plus de délai. Mais c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu obsolète. L'idée maintenant, c'est de se dire, bon, on va passer par étapes. Et on a plein de tests, en fait. On a plein de tests. Dans la littérature, il y a énormément de choses qui sont disponibles. Donc, en fait, il faut bien regarder. Et généralement, on trouve quand même pas mal de choses intéressantes. Mais après, avant de savoir quel test on va utiliser, etc., c'est surtout de se dire sur le continuum du retour au sport, où est-ce qu'on se situe. Parce qu'encore une fois, tu vois, même dans la littérature, on parle de return to play, on parle de return to sport. C'est des notions qui sont pas forcément, qui parlent pas à tout le monde et qui peuvent être d'un papier ou à un autre ou d'une discussion à une autre, peuvent être complètement différentes. Si on parle de return to play, on parle de retour à l'entraînement. Si on parle de retour à l'entraînement, on parle de retour à l'entraînement, mais à quel niveau d'entraînement? Est-ce qu'on redit, si je prends l'exemple du foot, il fait les mêmes entraînements qu'avant la blessure avec le groupe? Ou est-ce qu'il fait 50% de l'entraînement et 50 autres, il est en séance individuelle? Quand on parle de retour au sport, c'est pourquoi pas le retour à la compétition, mais est-ce que c'est retour à la compétition au même niveau qu'avant? Donc, ne serait-ce que par exemple, on prend un joueur de Ligue 1 et il y en a pas mal maintenant qui font retour à compétition après des croisés qui reviennent en équipe réserve ou autre pour reprendre un petit peu du rythme. Donc, ça, c'est un retour au sport, mais c'est pas pareil que le retour vraiment à la compétition. Donc, encore une fois, je pense que sur cette frise un petit peu qu'on peut voir temporelle entre le moment où il y a la blessure et le moment où la personne a repris complètement et à 100% son sport, bah, il y a énormément d'étapes à valider. Et c'est où est-ce que je me situe? Bah, je vais faire le test qui va me permettre justement de valider l'étape là où je me situe. Et, nous, par exemple, pour le S-Start, donc c'est la batterie test qu'on a développée avec les médecins, les chirurgiens, etc. L'idée, c'était de se dire, on va faire une batterie de test qui est retour au sport.
C'est-à-dire que la personne a fini, sa rééducation ou a fini sa réathlétisation et on fait ce test-là pour que le patient, le sportif, voire le staff disent: «OK, bah, là» et même le chirurgien puisque, in fine, c'est lui qui donne, son avis, hein, c'est le médecin ou c'est le chirurgien qui donne le feu vert. Lui, se disent par rapport aux éléments qu'il a, ils disent: «OK, là, tu peux reprendre ton sport sans contre-indication». Par contre, une fois qu'il va reprendre son sport, bah, là, il va y avoir encore d'autres étapes et peut-être d'autres autres tests à valider pour, que, cette fois-ci, le prépa physique, voire l'entraîneur dise: «Bah, OK, maintenant j'ai toutes les données pour que, un tel puisse reprendre un match, 45 minutes ou voire 1 heure ou voire 90 minutes, de match, sans contre-indication» et cetera. Donc encore une fois, par rapport au test, c'est vraiment où est-ce qu'on se situe sur cette frise? Est-ce que c'est un test de retour au sport, c'est-à-dire un test de juste retour à l'activité physique? Ou est-ce que c'est un test de retour à mon sport spécifique, de prédilection, au niveau auquel je performais avant la blessure? Et ça, c'est 2 choses un peu différentes pour moi. Il y a aussi, des tests qu'on peut faire, en début de saison, par exemple, des tests de screening qui peuvent être, réexploités à des fins de, voilà, de comparaison et de dire: «Est-ce que, l'athlète, entre guillemets «sain», enfin, ou du moins blessé est revenu à son état de quand il était sain au début de saison?» C'est des choses que vous faites ça sur même sur l'épaule ou sur les membres? Ouais, ouais, ouais. Je pense que de toute façon, il faut de la donnée. Il faut le maximum de données parce que plus tu vas avoir de données et plus tu vas pouvoir justement être objectif. Et l'idée, dans nos métiers, c'est de faire quasiment jamais appel à la subjectivité et vraiment toujours à l'objectivité. Se dire: «Bah, OK, là, j'ai les données qui parlent pour nous» et on se dit: «Bah, on peut objectivement se positionner sur un retour au sport ou autre». Et l'idée, c'est d'avoir le plus de données possible. Donc ouais, c'est vrai que quand tu es en structure ou quand tu travailles avec un athlète, faire des tests, en pré-saison, c'est très intéressant puisque dès qu'il va avoir une blessure ou autre, derrière, on va pouvoir se dire: «Bah, j'ai mes données, ça va être vraiment un niveau zéro au final. Puisque l'idée, c'est de se dire, bah, peut-être que on va essayer de faire en sorte qu'il soit meilleur que ces données, parce que au moins j'ai ces données de départ. Mmh. S'il est moins bon, on sait que même si c'est en début de saison et que généralement en début de saison, bah, on n'a pas des données qui sont très probantes, puisqu'il y a eu la coupure, et cetera. Donc forcément, c'est pas des données sur lesquelles on va pouvoir, s'appuyer, et faire que là-dessus. Mais ça peut nous donner déjà un niveau. De se dire: «Bah, voilà, j'ai ces données-là» et l'objectif, c'est, bah, de revenir au moins, au minimum à ces données qu'on avait, avant le début de saison. Donc c'est vrai que ça, c'est très intéressant de pouvoir, faire des batteries de tests et cetera et généralement, c'est ce qui est fait, hein, dans les clubs professionnels, tu en as beaucoup, dans le foot, par exemple, qui font des tests ISO avant la saison ou avant la reprise et cetera, les tests médicaux. Donc l'idée, c'est de se dire déjà, dans quel état de forme il est et encore une fois, nous, sur la batterie de tests qu'on a développée, c'était de se dire: «Bah, voilà, on a une batterie de tests sur laquelle on va pouvoir, avoir des données objectives pour le retour au sport». Mais au final, c'est une batterie de tests, qui peut être fait complètement en début de saison. Et donc ça, c'est intéressant aussi de se dire, bah, le S-Start, par exemple, puisque c'est cette batterie de test, qu'on parle, le S-Start est fait en début de saison et donc si demain, il y a un mec qui est blessé à l'épaule ou qui est blessé au coude ou n'importe, ou toute une blessure sur le membre supérieur, bah, déjà, on a une base de données en pré-saison et derrière, l'idée, c'est que, bah, ils reprennent, une fois qu'il a réussi à passer ou à retrouver des niveaux qu'il avait avant, quoi. Donc c'est ça qui va être intéressant, qui va être, je pense, même, déterminant, pour le retour au sport. Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est hyper important d'avoir ces données comparatives. Hem et on essaie d'avoir le maximum d'objectivité, même si de temps en temps, je pense que la subjectivité a aussi, quand même sa place, notamment on parlait sur l'aspect mental et le fait de travailler sur de l'humain. Il y a des choses qu'on peut pas quantifier sur cet aspect-là et je pense que du coup, c'est important d'avoir vraiment la sensibilité, du joueur ou de la joueuse, de l'athlète avec qui on travaille et parfois il y a des décisions de temps en temps, je dis pas que c'est la plupart du temps, mais qui se doivent aussi d'être appuyées par,
ce qu'on ressent et par ce que l'athlète ressent, il faut pas que ce soit la majeure partie du processus de réhab. Mais qu'est-ce que tu en penses de cet aspect-là? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Comme on l'a dit en tout début, en fait, on gère de l'humain. Donc, à partir du moment où tu gères de l'humain, c'est pas des machines. Donc, tu peux avoir plein de données. Je pense que l'idée, c'est d'avoir le plus de données possible et de se dire, bah voilà, tu peux reprendre parce que tu as telle et telle donnée. Mais si pour X ou Y raison, l'athlète te dit, bah moi, je le sens pas, même si physiquement, psychologiquement, tous les indicateurs montrent qu'il est prêt, Mm. c'est lui qui décide Ouais, en fin de processus. Donc, si lui te dit, bah j'ai encore une appréhension ou j'ai encore un truc qui me fait dire bah, c'est qu'on n'est pas prêt au final. mm. Et ouais, je te rejoins complètement que il faut avoir le maximum, je pense, d'objectivité possible, mais on reste un métier où on gère de l'humain, et à partir du moment où tu gères de l'humain, il y a de la subjectivité qui rentre en compte, il y a toutes ces notions-là qui rentrent en compte. Donc il faut quand même avoir cette petite part de subjectivité qui fait que derrière, tu peux. Enfin, il y a plein de choses qui en découlent, mais il faut avoir cette part de subjectivité, je pense, qui est importante et qui est, comment je pourrais dire, Qui s'affine aussi primordiale avec dans l'expérience. notre métier. Et Ouais. c'est ouais. Ouais, Ouais. clairement, très clairement. Euh, on entend souvent dire que l'épaule, je décale un petit peu maintenant sur les membres supres, que l'épaule, c'est l'articulation la plus complexe du corps humain. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça? Ouais, alors c'est déjà en fait souvent on parle même pas de l'articulation de l'épaule, on parle du complexe de l'épaule parce qu'au Ouais. final il y a plusieurs articulations qui s'enchevêtrent dedans et en fait je pense que c'est ça où les gens ont un petit peu de mal et se disent waouh c'est hyper compliqué, c'est que en fait il y a plusieurs articulations qui interagissent entre elles et qui font que bah s'il y en a une qui bouge, l'autre bouge etc. et du coup on se retrouve vite perdu. C'est vrai que quand tu prends le genou, par exemple, tu es sur des flexions, extensions, rotations, etc. Voilà, il n'y a pas trop de problématiques. Tu as une seule articulation, c'est pas trop compliqué à comprendre. L'épaule, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de muscles. Il y a des muscles dits stabilisateurs. Il y a des muscles où on parle de même fixateurs. On parle de les fixateurs d'omoplate, les stabilisateurs d'omoplate. Même, tu vois, dans la nomenclature qu'on utilise, rien n'est bien défini. Mais ça, je pense que c'est lié aussi aux sciences du sport. Il faut savoir en fait que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les sciences du sport et même dans la chirurgie orthopédique, ce qui a été fait avant, c'était le genou. Et en fait, en sciences du sport, les membres supérieurs et l'épaule a quasiment 10 15 ans de retard par rapport aux membres inférieurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert pendant ma thèse. Je ne savais pas au final. Quand tu prends les premiers tests de retour au sport, sur le genou, c'est des années 90. Sur l'épaule, c'est plutôt des années 2000. Donc, tu vois, déjà ça, je pense que on a ce côté-là en se disant, bah, en fait, le genou, c'est plus simple, le membre inférieur, c'est simple, l'épaule, ouais, c'est un peu compliqué. Mm. Et au final, il y a rien de bien compliqué, c'est une articulation, enfin, c'est un complexe articulaire. Alors, ouais, il y a plein de choses à comprendre, etc., au niveau biomécanique, mais au final, c'est pas si compliqué que ça. C'est même plutôt intéressant et en fait, on se rend compte d'énormément de choses quand on comprend l'épaule, quand on connaît l'épaule, quand on essaie de l'apprendre, on se rend compte d'énormément de choses qui sont très intéressantes, quoi. Au final, l'épaule, elle est juste là pour finir le mouvement qui a été initié généralement avant, hein. Je te prends un exemple de lancer au baseball ou au handball. Généralement, l'épaule, elle est vraiment juste là pour finir le mouvement à des vitesses très importantes, hein. Mais elle est juste là pour finir le mouvement. Et le mouvement, il a été initié soit sur un saut, etc. Mais il a été initié généralement du bas. Ça traverse le noyau central, le corps, et ça finit avec l'épaule, et hop, c'est juste pour éjecter le ballon ou autre. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, au final, une fois qu'on a compris ça, il n'y a rien de bien compliqué dans l'épaule. Ce retard d'intérêt de la littérature, est-ce qu'il va au niveau des données épidémiologiques, peut-être par voilà, un taux de blessure moins important sur les épaules, hormis voilà, les sports dont tu parles, peut-être les sports de lancer, les sports de duel, mais on connaît
la prépondérance des blessures du membre inférieur, notamment des entorses, notamment des ligaments croisés dans le foot. Mais disons, dans beaucoup de sports, même le ski, l'épaule, ça correspond à quoi en termes de données sur les blessures ou quels sports sont les plus touchés? Alors déjà, pour reprendre ta première question, je pense que il y a une différence entre le membre inf et le membre sup en termes de retard, puisque le membre inf, je pense que c'était dans les premières années et dans les premières études plus simple à faire d'un point de vue méthodologique. Tu avais, par exemple, tu prenais le genou, tu avais des entorses, tu avais déchirure du ligament croisé, et tu n'avais pas non plus énormément d'autres choses. Quand tu prends l'épaule, tu peux avoir des ruptures de coiffe au niveau donc, de l'articulation gléno-humérale, tu peux avoir des disjonctions acromioclaviculaires. Donc là, c'est que l'articulation acromioclaviculaire. Tu peux avoir la sternocostoclaviculaire. Donc encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on prend sur quelle articulation. Et en fait, il y a tellement un panel large de blessures que du coup, ils se sont peut-être dit, bon, c'est un peu compliqué, on va rester sur le genou pour l'instant. Donc je pense que peut-être que ce retard est peut-être lié à ça. C'est des suppositions que je fais, Hmm. hein, parce que j'étais pas là à cette époque-là, mais ça peut être expliqué, je pense, par ce genre de choses. Et j'en ai oublié d'ailleurs ta deuxième C'était au question. niveau de l'épidémiologie, et des Ouais, sports concernés, ouais. ça dépend un petit peu. C'est toujours pareil, c'est un petit peu compliqué de voir, mais généralement, c'est à peu près 10% du total des blessures qui touchent directement l'épaule. Mais bon, tu vas prendre un sport comme le rugby, ça va être beaucoup plus important. Tu vas prendre un sport comme le foot, ça va être moins important. Donc, encore une fois, c'est difficile de donner des chiffres. Il faut regarder le sport qui t'intéresse. Et par contre, ouais, tu prends le rugbyman, lui, l'épaule, ça va être beaucoup plus important, beaucoup plus impactant. Et puis encore une fois, tu as différents types de blessures au niveau de l'épaule, hein. Tu prends le rugbyman, par exemple, ça va être beaucoup l'instabilité, instabilité antérieure notamment. Moi, si je prends mon exemple personnel sur la base de données et sur le nombre de S-Start qu'on a passé pendant ma thèse, j'en ai passé à peu près 300, il me semble, entre 300 et 350 tests. J'avais 30% des personnes qui étaient opérées, c'était des rugbyman. Entre 30 et 35% des personnes, des sportifs qui avaient une instabilité antérieure, c'était du rugbyman. Et derrière c'était du handballeur, donc vraiment sport de contact et sport de lancer qui était vraiment pourvoyeur généralement de blessures à l'épaule. Après, on a pas mal maintenant aussi de sports comme de sports plutôt de surutilisation, notamment avec le CrossFit. On se rend compte que énormément de personnes n'ont pas les prérequis articulaires et en termes de mobilité pour pratiquer ce sport. Ils y vont, c'est très bien le CrossFit, hein. Moi, j'en fais maintenant depuis 2 ans, donc c'est très intéressant. Et malheureusement, je pense que le problème du CrossFit, c'est les gens qui ont un ego un petit peu surdimensionné et qui disent, waouh, je vais passer tel ou tel mouvement parce qu'il y a un tel qui le passe et je vais le tenter. Ouais, mais si tu n'as pas les prérequis articulaires, etc., c'est compliqué. Et derrière, en fait, tu te retrouves avec des pathologies assez compliquées, hein, rupture de coiffe ou des choses comme ça, puisque tu es allé trop au-dessus de tes capacités initiales, quoi. Hmm. Donc ça, maintenant, on en retrouve pas mal, ouais, vraiment des blessures un petit peu comme ça. Et puis, on va avoir aussi les blessures, pareil, de surutilisation, mais c'est lié surtout à un mouvement excessif. Tu prends des volleyeurs qui sont toujours en rotation interne, tu prends des tennisman qui sont toujours en rotation interne. Donc ça, c'est pareil, c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir risque de blessure à cause de ça, quoi. Ouais, bien sûr. Tu parlais du coup juste de prérequis au niveau de l'épaule, de choses qu'on cherchait à atteindre ou alors des choses qui posaient problème chez des gens qui pratiquaient le sportif sans les avoir. On sait que par exemple enfin moi j'ai cet exemple en tête sur les hanches en termes de prérequis de mobilité de hanches. Il y a des papiers qui ont montré des profils à risque si on n'avait pas suffisamment de mobilité de hanches en rotation interne, rotation externe comprise. Je crois que c'est à peu près 85 ou 90 degrés en cumul sur les deux, qui définissaient un risque majoré, disons, de pathologie type pubalgie ou autre, ou atteinte aux adducteurs. Est-ce qu'il y a des données comme ça sur des données normées, que ce soit en sport
ou sur la population générale, sur des amplitudes minimales, je sais pas, sur l'antépulsion et la rétropulsion comprises, sur les rotations internes, externes, des choses à cibler. Ouais, alors souvent, ça va être lié à la pratique du sport. Donc, tu prends par exemple des handballeurs ou des sportifs vraiment de lancer, etc., à qui on va demander une rotation interne et une rotation externe, quand même un minimum, des valeurs minimales, etc., parce que c'est vrai que c'est des sports qui vont être très sollicitants. Et du coup, si tu n'as pas de prérequis. Si tu n'as pas ces prérequis-là, ça risque d'être compliqué et on sait que le risque de blessure derrière est plus important. Tu as des papiers qui sont sortis aussi, pareil, si tu avais une différence de rotation externe entre le côté dominant et le côté non dominant, potentiellement, tu avais des risques de blessure un peu plus importants. Après, c'est un petit peu différent puisque sur l'épaule et sur le membre inférieur, tu as vraiment le côté dominant qui va rentrer en compte au final. Et on ne va pas demander la même chose comme sur des membres inférieurs, où on est tout le temps dessus. Tu prends un exemple, un exemple assez parlant, mais du handball, par exemple, bah là, tu es tout le temps sur tes appuis, sur deux appuis, en train de faire des changements de direction dans les deux sens, mais tu tires qu'avec un seul côté. Donc au final, ton côté gauche, si tu es droitier, par exemple, il est très peu utilisé, ou du moins ta rotation interne et ta rotation externe sont très peu utilisées. Après, c'est pas pour autant que si tu les utilises pas, tu dois pas les développer. On prend l'exemple aussi du tennis. Quand tu regardes un petit peu en début de carrière, Nadal, il avait cette réputation d'avoir le bras gauche très développé par rapport au bras droit. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière bah, qu'il a réussi à réduire ce delta-là. Et au final, il se retrouve avec, depuis plusieurs années, un bras non dominant aussi fort, ou du moins aussi musclé que le bras dominant. Donc au final, encore une fois, ça, c'est des choses, je pense, en prépa physique à prendre en compte. Et l'idéal, pour moi, c'est d'être équilibré, que tu sois droitier ou gaucher. L'idéal, c'est d'avoir les mêmes amplitudes articulaires sur les deux côtés pour réduire au maximum le risque de blessure. On le sait pertinemment hein, que tout ce qui est asymétrique, que ce soit asymétrie musculaire ou asymétrie articulaire, ça peut provoquer un risque de blessure. On ne dit pas que ça va provoquer un risque ou que ça va produire une blessure, mais on sait que ça risque et qu'on augmente le risque statistiquement. Donc au final, si tu peux bosser sur les deux et avoir des amplitudes qui sont similaires, on réduit au maximum pour moi le risque de blessure. Ouais, clairement. C'est la grande question, enfin du moins que les coachs dans les sports que tu as cités là doivent se poser. Alors autant les épaules d'un nageur, on est sur un sport qui est quand même bilatéral, donc c'est équilibré, j'imagine. Autant sur un sport comme le javelot, le tennis, le baseball que tu as cité tout à l'heure, c'est des problématiques qu'on doit enfin, sur lesquels on doit se questionner et agir. Tu parles de renforcement et tout à l'heure, on a évoqué la mode de la mobilité, stabilité, mobilité, force. Dans quel ordre d'importance tu ciblerais les besoins au niveau de l'épaule? Bah, ça va dépendre un petit peu, comme tu parlais aussi tout à l'heure, du screening qu'on peut faire avant de saison ou autre, et du type de sport aussi que le sportif peut pratiquer, et du type de blessure. Tu prends une instabilité, par exemple, antérieure de l'épaule chez un handballeur, bah, lui, l'objectif d'abord, ça va être de retrouver de la stabilité. Faire en sorte que cette épaule ne soit plus instable, qu'on n'ait plus de luxation ou de subluxation à répétition. Et derrière, une fois que cette épaule est stable, on peut essayer de retravailler un petit peu la mobilité. Mais après, encore une fois, c'est aussi difficile parce que est-ce que c'est un manque de stabilité qui emmène justement euh, comment je pourrais dire? Est-ce que c'est la stabilité qui fait qu'on a une instabilité ou est-ce que c'est un manque de mobilité qu'on ait aussi une instabilité? C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Je pense que l'idée, c'est de travailler les deux assez quand même de manière équilibrée,
d'avoir une bonne mobilité pour ton sport, mais d'avoir aussi une certaine stabilité pour éviter justement tout ce qui est problème, notamment d'instabilité quand tu parles de l'épaule. Donc c'est vrai que c'est des choses un petit peu difficiles. Et tu peux prendre l'exemple aussi d'un sportif, par exemple, qui est hyperlaxe. Bah lui, est-ce que on essaye de retravailler un petit peu sa mobilité, mais on sait que déjà avec l'hyperlaxité, bah, on peut avoir des phénomènes d'instabilité beaucoup plus présents. Ou est-ce que justement tu travailles pas du tout la mobilité et tu bosses à fond la stabilité au risque de peut-être lui dénaturer son geste sportif et autres. Donc ça, c'est tellement dépendant en fait de la personne que tu as en face de toi que c'est difficile de répondre à ce genre de questions. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de plein de facteurs, mais il faut tester. Il faut tester la personne que tu as en face de toi. Il faut voir ses points faibles, ses points forts, etc. Et en fonction de tout ça, tu peux justement réussir à individualiser au maximum le programme et l'arrêt athlétique que tu vas faire à ton sportif pour faire en sorte qu'il reprenne encore une fois le chemin de l'entraînement ou le chemin de la compétition, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est entre mobilité, stabilité. De toute façon, l'épaule, elle a besoin des deux. Trop de stabilité, c'est pas bon, entre guillemets, puisque ton geste sportif va pas être bon. Trop de mobilité, ça va pas être bon non plus, puisque tu risques de te retrouver sur des épisodes d'instabilité avec des luxations et subluxations. Donc, ouais, c'est pas évident à gérer cet équilibre-là entre les deux. C'est un petit peu compliqué dans la vie de tous les jours, ça, quand tu as des sportifs qui ont un petit peu ces deux capacités. Ouais, et puis c'est la particularité de ce complexe articulaire qui se veut presque avec une amplitude de mouvement infinie, contrairement aux autres articulations du corps humain. Et donc, la- le choix du sport, de l'activité dans laquelle on est, va aussi induire des décisions spécifiques. J'imagine que tu parlais de rugby tout à l'heure, des sports d'opposition, des sports de duel, dans lesquels on va devoir aussi développer une masse musculaire de protection va être Mm. nécessaire et auquel cas, c'est un équilibre qui va forcément enfin, une balance qui va se déséquilibrer du coup d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est ça qui est compliqué et tu prends l'exemple justement du rugby, c'est que malheureusement, je pense que le phénomène d'instabilité, par exemple, de l'épaule chez le rugbyman, on sera incapable ou on est incapable, même dans le futur, de l'enrayer complètement, puisque quand tu prends au niveau anatomique, déjà, tu as donc la tête humérale comment dire, la tête humérale et je perds mes mots. Je, ça y est, je suis plus dans ma thèse, donc j'ai perdu mes mots. La tête humérale et la glène, pardon, je vais y Ouais. arriver. Et en fait, tu vois déjà que biomécaniquement, anatomiquement, pardon, c'est compliqué puisque c'est pas comme l'articulation de la hanche, où l'articulation de la hanche, ça vient vraiment s'embriquer dedans. Et tu vois très peu de luxation de hanche, puisqu'au final, il faut vraiment que ça sorte et donc, c'est lié, une luxation de la hanche, c'est lié généralement à soit un accident, un gros accident, etc. Mais dans le sport, c'est très rare. Autant l'épaule, tu as cette articulation-là, donc la tête humérale, et puis tu as l'autre chose qui est plus petite, donc forcément, qui est plus grande, pardon, qui est comme ça un petit peu. Et donc forcément, bah, c'est un petit peu par nature un petit peu instable puisqu'il n'y a rien qui recouvre. Au final, la stabilité, elle va être provoquée ou elle va être appliquée et générée par les muscles qui sont autour. Donc la fameuse coiffe des rotateurs. Donc même si tu blindes ta coiffe des rotateurs, etc., tu peux être le plus fort en rotation interne et externe. Si tu te prends un mec qui arrive lancé à pleine vitesse bah, dans l'épaule, ou si tu fais une mauvaise chute et que tu réceptionnes sur le bras, à un moment donné, autant aussi fort que sont tes rotateurs internes et externes, malheureusement, de par l'anatomie, ça risque de se luxer ou de subluxer. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire de la prévention, il faut essayer de réduire au maximum les risques. Mais malheureusement, comme tout risque de blessure, tu ne peux pas l'annihiler complètement, hein. Tu peux avoir une très bonne stabilité, une très bonne mobilité. Tu peux avoir tous les indicateurs qui sont en vert. Si à un moment donné, il y a un gros impact, etc., tu as quand même des risques que ça saute derrière. Et c'est ça qui est compliqué sur l'épaule, quoi. Ouais, c'est ça. C'est...
on travaille avec, sur des sportifs blessés quand on évoque la réathlétisation, mais l'importance aussi de cet aspect préventif et d'agir, avant, c'est aussi nécessaire. C'est comme, la prévention routière, bah, on va pas empêcher les accidents, mais du moins va réduire, significativement le nombre d'accidents en Très sensibilisant clairement, ouais. les gens, à la conduite et cetera et c'est pareil, nous, dans le sport. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, en médecine sportive, ils parlent vraiment de prévention primaire et prévention secondaire. Pour eux, la prévention primaire, c'est avant l'accident ou avant le traumatisme. Prévention secondaire, c'est après le traumatisme. Mais l'idée est un peu la même. L'idée, c'est de se dire, on va essayer de faire en sorte que la personne soit prête, justement, physiquement, athlétiquement, pour répondre à toutes les contraintes que que son sport va pouvoir lui donner, quoi. Et quand on prend le rugby, c'est vrai que c'est compliqué. J'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec un chirurgien qui me disait que, donc chirurgien spécialisé de l'épaule, qui faisait et qui fait énormément de butées et donc liées à des luxations, des subluxations, et qui me disait quand même que depuis que la prépa physique s'est professionnalisée, notamment dans le rugby, il m'expliquait avant qu'il opérait énormément de rugbyman professionnels. Et il me dit maintenant, c'est des phénomènes qu'on retrouve beaucoup plus chez les jeunes parce que la prépa Mmh. physique s'est tellement développée, etc. Il faut pas, en prépa physique, on se tire souvent dans les pattes entre préparateurs physiques, hein, mais on fait quand même du bon boulot, je trouve. La plupart des prépas physiques font quand même du très bon boulot quand on prend d'un point de vue vraiment global. Ça fait du bon boulot et depuis plusieurs années, bah, en fait, on se rend compte que justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de staff, le fait qu'il y ait de plus en plus de mecs spécialisés, etc., qui font même des doctorats, hein, des prépas physiques, etc., bah, les mecs sont bons. Les mecs sont très très bons et du coup, bah, on se rend compte que maintenant, c'est sur les jeunes qu'il faudrait peut-être aussi mettre regarder un petit peu et mettre les moyens sur les jeunes parce que bah, sur les jeunes, malheureusement, maintenant, ils ont des volumes qui sont plus ou moins similaires, voire égaux au volume d'entraînement des pros, qui ont des sollicitations pareilles que les pros, qui ont maintenant des carrures. Si je reprends les rugbyman, quand on prend dans les centres de formation, les mecs, c'est des beaux bébés, hein, c'est des beaux Mmh. bébés. Sauf qu'ils n'ont pas encore toute la musculature, ils n'ont pas encore tout le background d'un sportif professionnel, et du coup, bah, c'est là où ça pète un petit peu plus. Donc c'est vrai que maintenant, je pense qu'il faut mettre l'accent aussi sur la prévention primaire, donc dans tes programmes de prévention ou tes programmes de prépa physique, faire un aspect vraiment, un gros volet sur la prévention et faire en sorte de réduire au maximum les blessures. C'est en ça justement que c'est intéressant aussi d'avoir des études épidémiologiques, hein, c'est de se dire, bah voilà, on sait que les risques de blessures dans tel sport, c'est telle et telle chose, bah, je vais mettre des programmes où dans mes programmes, je vais rajouter un petit peu de mobilité, un petit peu de force spécifique ou qu'importe comment on t'appelle ça, mais vraiment des choses plus ciblées pour éviter et pour réduire le risque de blessure, encore une fois, hein. Super, Même si, malheureusement, on il est l'atteindra toujours là. jamais. Ouais. OK, bon merci de de tes éclairages et de ton expertise. Le livre, il en est où? Le livre est terminé, du moins la première version est terminée. Donc là, on va avoir des échanges avec l'éditeur, etc. Donc après, à voir, puisque l'éditeur chez qui le livre devrait sortir va sortir un livre sur l'épaule. Donc pour éviter d'avoir deux livres sur l'épaule, alors que depuis des années, c'est vrai que sur l'épaule, il n'y a pas grand-chose. Mmh, bien On sûr. va faire en sorte, ou on va faire en sorte de décaler un petit peu mon livre dans le temps pour justement que ça ne rentre pas en concurrence sur ce genre de choses. Donc peut-être courant 2025, j'espère. OK, bon, ben, on suivra ça. On suivra Mais, ça. ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre, si s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent en savoir plus sur, voilà, sur la réathlétisation, sur tes travaux et ton expertise sur l'épaule? Bah, sur les réseaux, hein, alors je suis pas très réseau, hein, je suis pas très bon en plus sur les réseaux, on va pas se mentir. Du coup, moi, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn aussi, et donc voilà, je partage pas énormément de choses sur Instagram. Faudrait que je m'y mette. Je suis un petit peu de l'ancienne génération, et je suis je suis pas bon là-dessus. On va Mmh. pas se mentir, je suis vraiment pas bon là-dessus.
c'est pas quelque chose en plus sur lequel j'ai envie de me développer, mais bon, j'essaye de me développer un petit peu. Et sinon, j'ai écrit du coup plusieurs articles qui sont référencés sur PubMed. Et en plus, ce qui est bien, c'est que justement, alors, c'est un peu compliqué parce que l'article que j'ai écrit, où je suis en premier auteur, du coup, sur le S-Start, la batterie de test sur l'épaule, c'est un article de validation statistique. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que des fois, j'ai des questions justement des personnes qui viennent sur mes réseaux ou sur Insta qui me disent, bah, j'ai pas tout compris ce côté-là. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, j'essaye des fois de vulgariser un petit peu et de leur répondre parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident sur ce genre d'article. Mais bon, en tout cas, il y a plusieurs articles qui sont disponibles sur PubMed. Je dois en avoir deux ou trois qui ont été faits pendant ma thèse. Donc au moins, c'est cool aussi. C'est intéressant de voir un petit peu ce qui peut être fait sur l'épaule. Toujours Génial. Génial. pareil. Pour finir, est-ce que tu as un nom d'invité à me conseiller? On a parlé d'Arnaud tout à l'heure. Je te le cite pas parce que c'est vrai qu'on est en échange aussi. C'est comme toi, il faut qu'on trouve une date et j'espère l'avoir prochainement. Mais est-ce que tu as quelqu'un d'autre du coup à me proposer pour une prochaine session podcast sur un sujet spécifique si tu n'as pas de nom en tête? Ouais, alors bah, du coup Arnaud, c'est vrai que c'est compliqué parce que même nous pour se voir, il est tellement à droite à gauche que il est très pris. Il est en fait, il y a pas hein, quand tu es bon généralement, bah, on te sollicite un petit peu à droite à gauche et du coup lui il est très sollicité. Donc du coup c'est vrai que un petit peu plus compliqué pour l'avoir. Sinon pareil, j'ai Antoine Capinelli qui est entraîneur de foot avec qui on a des très grandes discussions. Alors bon, tu vois, on parlait d'objectivité et de subjectivité. Là, je suis totalement subjectif parce que c'est un pote, mais pour le coup, c'est quelqu'un qui est passionnant, passionnant et passionné. Je pense qu'il est plus passionné en plus que passionnant, tellement il est passionné. Mais c'est vrai c'est intéressant parce qu'il a cette remise en question, il a un regard un petit peu neuf, je trouve, sur le foot. Donc c'est intéressant. Et pour le coup, il est passé du côté préparation physique au côté entraînement. Donc maintenant, il est plus prépa physique, il est que entraîneur. Et il a cette double valence, justement, prépa physique, entraînement, qui est assez rare. Euh, et du coup, ouais, discuter avec lui, c'est intéressant. Surtout quand tu pars sur des débats de foot, etc. Il a ses idées qui sont très arrêtées parce qu'il est persuadé de son truc, etc. Et qu'il a ses convictions. Et quand il présente ses convictions, tu pars dans des débats qui sont vraiment super intéressants. Ok, Donc, que ça soit Arnaud ou que ça soit Antoine, les deux sont vraiment, vraiment cool. bon, ben, Arnaud et Capi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On essaiera de trouver un rendez-vous pour se caler ça. Moi, je te remercie en tout cas, Dimitri. Je t'en C'était prie, je te super remercie pour inspirant. l'invitation. Bon, et Je te remercie pour l'invitation, c'était vraiment cool. Tu vois, c'était le premier podcast que je faisais, pour être très honnête. J'ai toujours été un peu réfractaire à ça. Et au final, je me suis dit, putain, tu vois, on en parlait depuis un petit moment, etc. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me lance. Alors, encore une fois, sur un podcast, tu vois, tu dis énormément de grandes phrases, de banalités, etc. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est pas comme quand tu fais une formation, tu peux aller vraiment dans le cœur du sujet, mais c'est déjà quand même intéressant pour te faire connaître. Et puis, tu vois, ton podcast, mine de rien, t'as quand même une certaine qualité au niveau des échanges que tu as, au niveau de la qualité des intervenants aussi que tu as. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi que j'ai trouvé avec ton podcast. On est plutôt bien. bah, c'est sympa, c'est sympa. En tout cas, on essaye de le développer petit à petit Ouais, et puis voilà, d'avoir des échanges qui me serviront à moi en étant très égoïste, mais aussi pouvoir échanger et partager parce que c'est aussi, on a tendance à être très, très fermé. Tu parlais de se tirer les uns sur les autres. C'est peut-être inconsciemment parce que chacun veut garder sa place, mais je pense que le partage dans notre métier devrait être au centre de toutes les relations qu'on a parce que ça fera forcément grandir. C'était à l'époque exactement. Ouais. Churchill qui disait si j'ai une pomme et que tu as une pomme et qu'on se l'échange, on aura chacun une pomme, alors que si j'ai une idée et que toi tu as une idée et qu'on s'en échange, on aura chacun deux idées. Et je pense que voilà, quand on écoute des podcasts, quand on écoute des échanges comme ça sert à tout le monde et ça fait grandir.
la communauté et le métier tout simplement. C'est exactement ça et c'est paradoxal. On n'a jamais été autant de prépa physique sur le marché à se tirer la bourre, mais on n'a jamais été autant dans la communication, dans l'échange et dans le partage. Donc c'est cool et des fois c'est bien aussi de se dire on évite un petit peu cette guéguerre entre prépa physique, on échange, que ce soit entre prépa physique, kiné, coach, tout ce que tu veux, mais l'idée c'est d'échanger et de partager au plus grand nombre et c'est ça qui est cool. Tu prends un petit peu à droite à gauche et on avance. Magnifique. Super.